Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com, votre spécialiste du thé à Taïwan et également votre maître aujourd'hui pour cette leçon de thé. Et nous allons parler de mon maître, ou bien plutôt du maître de mon maître, ou bien le maître de tous les maîtres de thé, Lu Yu, et de ce livre, la nouvelle édition qui a paru aux éditions Belles Lettres. Je vous ai invité à vous le procurer. Aujourd'hui, nous allons l'étudier. Nous allons étudier le premier chapitre. Et il y a plein de choses à faire et à étudier là-dedans. Alors, je vais vous faire la lecture des six grandes parties de ce premier chapitre, et à l'issue de chaque partie, je vais vous commenter ce que je viens de lire, et puis je vais donc vous expliquer plus en détail ce qui n'est pas écrit dans ce livre. Donc ça, c'est un petit peu ma plus-value. C'est pour ça que je me permets de le lire. Je vous encourage bien sûr à l'acheter, donc c'est pas du tout, je ne le lis pas du tout pour que vous ne l'achetiez pas, je le lis. Il y a encore d'autres notes qui sont très intéressantes, surtout au début, donc forcément je vous encourage tous à l'acheter, c'est très intéressant à lire tout l'ouvrage, et l'introduction est vraiment très très bien. Mais je vais essayer d'apporter donc des choses en plus, et c'est pour ça que je prends la liberté de le lire, et nous commençons. Alors, les origines du thé. Le théier est un magnifique arbre du sud de la Chine. Il peut atteindre une hauteur d'1, 2, voire plusieurs dizaines de pieds. Dans les montagnes du bas et sur les flancs escarpés du Chia, certains sont si gros qu'il faut 2 personnes pour embrasser le tronc et qu'il est nécessaire de l'ébrancher pour la récolte. L'arbre ressemble au gualou. Les feuilles à celle du jasmin du Cap, les fleurs à une rose blanche, les fruits à ceux du palmier éventail, le pédoncule à un clou de girofle et les racines à celles du noyer. L'arbre gualou pousse au Guangzhou. Il ressemble au théier. Il est très âpre et astringent. Le palmier éventail appartient à la famille du palmier fontaine, dont le fruit ressemble à celui du théier. Les racines du théier et du noyer produisent des racines secondaires pouvant percer des débris de tuiles et dont les pousses montent vers le haut. Alors, remarquons déjà cette démarche scientifique de Lu Yu, alors qu'on est au 8e siècle simplement, et il s'interroge pour commencer son livre sur les origines du thé, d'où est-ce qu'il vient d'un point de vue géographique, et comme il n'y avait pas de photos à l'époque, au lieu de le prendre, et c'est aussi très difficile d'imprimer des dessins. Déjà, c'était pas mal d'arriver à avoir inventé l'impression avec des blocs de bois, des caractères chinois. Mais donc, il essaie de décrire ce qu'est un théier en décrivant un arbre que les Chinois connaissent un peu mieux, donc ce qu'ils appellent le gualou. Avant cela, il affirme que le théier est originaire du sud de la Chine. Et en cela, il a plutôt raison, parce que pendant longtemps, il y a eu un débat un peu entre les scientifiques indiens et chinois, tous les deux, des deux côtés, un peu par esprit peut-être un peu chauvin, nationaliste, voulaient revendiquer la paternité du thé, d'être les premiers à avoir créé le thé, ou bien d'être considéré comme le berceau du thé. Et finalement, les scientifiques sont plutôt tombés d'accord que les théiers proviennent du Yunnan. Mais donc en cela, ce n'est pas tout à fait exact, puisque le Yunnan ne faisait pas encore partie de la Chine, mais on est un peu plus proche, vu que là il parlait également du Sichuan, et
qui est une région productrice très ancienne du thé, déjà de l'époque. Et le Sichuan, c'est pas très loin du Yunnan. Il y a probablement beaucoup de... À l'époque où les forêts étaient plus vierges, il pouvait y avoir plus de théiers qui voyageaient, on va dire ça. Et d'après la note du livre, là je ne suis pas tout à fait sûr, le Gualou serait un Camellia sinensis variation macrophylla, qui est en fait une des variétés du pu'er. Donc en cela, le Gualou, même si ici il est décrit comme un thé âpre et astringent, en fait ça correspond assez à ce que c'est que le pu'er, un thé très puissant et très âpre et astringent, surtout quand on ne le prépare pas bien. Mais ça c'est encore un petit peu une autre histoire. Mais donc c'est intéressant de voir que vraiment pour faire la définition, il est de décrire bien le thé et de décrire l'arbre en fonction de ce que les gens connaissent. La partie numéro 2. Le caractère cha, qui désigne le thé, s'écrit soit avec la clé de l'herbe, soit avec celle du bois, soit avec les deux éléments combinés l'un à l'autre. Le caractère cha, thé, peut s'écrire avec la clé des végétaux. Cette graphie provient du sens des caractères de l'ère Kai-Yuan. Il peut aussi s'écrire avec la clé du bois, ce qui donne le caractère tu. Cette graphie provient de la materia medica. Il peut enfin s'écrire avec les deux éléments combinés l'un à l'autre, ce qui donne aussi le mot cha. Cette graphie provient des propos élégants. Alors, je vous ai montré, ici je vous ai fait un petit peu les caractères. Donc ça c'est le caractère cha de nos jours. Et là, donc ce qui parle de la clé de l'herbe, c'est ce qui est là en haut. Et le bois, c'est ce caractère-là. Celui-là, en fait, au milieu, c'est l'homme. C'est intéressant, je trouve, d'un point de vue symbolique, que le terme, le caractère T qui est retenu de nos jours, c'est quelque chose qui est entre l'herbe et l'arbre, et où l'homme est central. Alors, il parle également donc du caractère tu, qui est écrit ainsi dans ce livre, mais en fait il y avait une autre graphie à l'époque pour tout, c'est celle-ci. Hein, et là, on voit une petite différence entre cha et tu. Est-ce que vous la trouvez? C'est en fait, ici, il y a un trait horizontal au-dessus, et le trait vertical, au lieu d'être droit, il remonte un petit peu. Hein, et ici, ce caractère, c'est le caractère du bois. Ici, ce petit caractère, ça n'a pas de sens particulier. De nos jours, c'est un nom propre, mais ça n'a pas autant de sens. Donc, d'utiliser le caractère du bois, donc de l'arbre, fait beaucoup plus de sens pour décrire le thé que cette petite graphie. Donc là, on a l'herbe et l'homme, mais cela, en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, dans cette deuxième partie, ce que Lu Yu essaie de faire, c'est du zhengming, de la rectification des noms. C'est une activité très importante depuis Confucius. Pour Confucius, on lui demandait qu'est-ce qu'il changerait pour bien gouverner un royaume. Il dirait la seule chose que je ferais, c'est d'utiliser les bons mots. Hein, ça, c'est vraiment une des philosophies fondamentales chez les Chinois et dans Confucius, le zhengming. D'abord bien définir un mot. Qu'est-ce qu'on entend par tel ou tel concept? Donc c'est ça que Lu est en train de faire pour bien définir quel est le mot, bien le caractère qu'on utilise pour définir ce concept. Hein. Qu'est-ce qui va ensemble?
La deuxième chose, c'est d'arriver ensuite à utiliser ce mot à bon escient. Et la troisième, c'est bien sûr également d'incarner ce mot pour que ce mot prenne vraiment son sens. Alors on va continuer, ce sera un peu plus clair si on continue. Il y a 5 mots différents pour désigner le thé. Cha, donc celui-ci. Jia, She, Ming et Quan. Le duc de Zhou a dit Jia désigne un thé amer. Selon Yang Zheji, les gens du sud-ouest du Shou, c'est-à-dire le Sichuan, désignent le thé par le mot Shi. Guopu de Hongnong considère qu'un thé récolté tôt est appelé Cha, un thé tardif Ming ou pour certains Chuan. Donc là, c'est assez intéressant parce que on a différents mots pour la même chose, plus ou moins, et ce que Louis essaie de faire, c'est de nous dire quel est le bon mot. Hein, et pour lui, et dans le reste du livre, il va toujours utiliser le mot cha. Il ne reprend plus les mots jia, she, ming, chuan ou bien tu. Hein, il n'y a plus que cha. Hein, c'est pour ça même le titre du livre, c'est Cha Jing, hein, le livre du thé. Donc vraiment, vraiment le sens le plus profond pour ce livre, c'est de définir ce qu'est le thé. Hein, c'est d'arriver vraiment à nous faire comprendre quelle est la signification de thé. Et donc on voit qu'une définition qui n'est pas bonne, c'est que Jia désigne un thé amer. Donc visiblement, il n'a pas envie que le thé soit amer. Si quelque chose s'appelle thé amer, pour lui, ce n'est pas du thé. Et il dit aussi que les gens du sud-ouest appellent ça che. Donc là, un patois, il ne veut pas des patois non plus. Il veut définir le mot thé pour toute la Chine. Hein, peut-être. Donc, il ne veut pas non plus faire la différence entre un thé récolté tôt ou tardif. Lui, ce qu'il préfère, c'est les thés récoltés tôt. Hein, puisque ici, il dit le thé récolté tôt s'appelle cha, et les tardifs, ming ou bien chuan. Donc, comme il est vraiment, tout son livre, c'est pour la bonne qualité, il ne veut pas des thés tardifs, il ne les aime pas. Il veut des thés qui sont récoltés tôt, qui est la meilleure qualité. Et cela, il dit, il s'appelle cha. Et c'est pour ça aussi, une des autres raisons pour laquelle il veut vraiment imposer par là ce caractère cha, également pour imposer le fait qu'il faut qu'il soit récolté tôt et qu'il soit de meilleure qualité possible. Ça, c'est très intéressant. Ça montre que bien définir le mot, ça va au-delà de simplement de savoir de quoi on parle, mais qu'il y a même une intention, une action derrière cette définition du mot. Se définir thé comme cha et non plus comme ming, il y a pratiquement un impératif à faire d'un thé de qualité. Et vraiment, c'est l'idée de ce Zhengming, c'est que les mots ont un sens. Et le sens des mots, il faut le respecter. Hein, on fait une toute petite pause avec la politique actuellement. Hein, un mot qui s'appelle OQTF, ça doit avoir un sens. Si ce n'est que 4%, ça n'a plus de sens. Je referme la parenthèse, vous m'avez compris. Ensuite, la prochaine étape, 1,4, prochaine partie. Les meilleures terres pour la pousse du théier sont les sols de pierre friable. Viennent ensuite les sols limono-graveleux. On classe en dernier les terres jaunes. En règle générale, si le thé ne fructifie pas où on l'a planté, il prospérera rarement une fois transplanté. Il est cultivé en appliquant les mêmes techniques que pour les courges. La récolte se fait au bout de 3 ans. Les plants sauvages sont de meilleure qualité que ceux cultivés. Parmi ceux des falaises ensoleillées et des forêts ombragées, les plus fins sont les thés violets
suivi des thés verts. Les premières pousses sont plus appréciées que les bourgeons. De même, les feuilles enroulées sont-elles préférables aux feuilles déployées. Il est inutile de perdre du temps à cueillir les thés situés sur les versants nord des montagnes et sur les pentes des vallées, car ils ont une nature astringente et coagulante qui provoque des concrétions abdominales. Voilà, très intéressant cette partie, parce que on voit de nouveau vraiment son obsession avec la qualité du thé. Et ce qu'il nous dit, c'est que au départ, d'abord la meilleure terre. Là, il est en train de nous faire de la géologie. Hein. On a commencé par de la géographie. Où est l'origine des théiers? On a passé ensuite à la lexicographie. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition du mot cha, du mot thé. Et maintenant, on fait de la géologie et de l'agriculture. Hein. Sur quel type de terre faut-il planter le théier? Comment est-ce qu'on le plante? À quelle exposition? Quand est-ce qu'il faut le récolter? Et donc, ce qui est très vrai, même jusqu'à nos jours, c'est que les sols les plus graveleux, hein, des pierres friables, c'est-à-dire là où l'eau va s'écouler le plus facilement, sont les meilleurs sols. Les sols qui sont très riches, qui retiennent l'eau au niveau des racines, ça ne profite pas en fait au thé. Ils préfèrent quand l'eau s'écoule très vite. C'est pour ça que les meilleurs endroits sont aussi en pente. Et vraiment le meilleur thé de toute la Chine, il se trouve dans les monts de Wuyi, sur un sol qui est très très minéral. Hein. Donc le thé du rocher. Et ça décrit exactement ce qui est le plus préférable pour l'Oulu, des sols de pierre friable. Et ça, c'est exactement oui. Donc, il a tout à fait raison sur ce point. Et la seconde chose, c'est qu'il dit que ça prend 3 ans pour récolter du thé. J'avais l'an dernier le Qin Yu Baozong, cette année je l'ai remis. Hein, c'est un Baozong qui est fait avec un nouveau théier. L'an dernier c'était la première récolte et celle-là elle avait été faite après 2-3 ans. En fait le délai était un petit peu plus court parce que de nos jours, au lieu de planter les graines, les fermiers peuvent acheter des petites pousses de théier et donc ils gagnent un petit peu de temps entre l'éclosion de la graine jusqu'à la branche de théier. Donc, mais effectivement, ça prend 2-3 ans pour arriver à faire une première récolte. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup plus de patience que n'importe quel autre légumes, on va dire, puisque eux, on les plante et dans quelques mois, on va pouvoir les récolter. Hein, les tomates, que sais-je, les salades, tout ça, ça pousse en quelques mois. Par contre, pour le thé, la première récolte, il faut l'attendre après 3 ans. Et quand il parle il dit également que les thés sauvages sont de meilleure qualité que les thés cultivés par l'homme. Là encore, il a raison et la preuve est faite avec les pu'er de Gushou, hein, les pu'er de vieux théiers qui sont sauvages et dont les prix sont bien supérieurs aux pu'er qui sont plantés en plantation. Donc là, il ne connaissait pas à l'époque encore le pu'er, vu que ce n'est venu qu'à la fin de la période Ming. Là, on est au 8e siècle. Les pu'er ont commencé plutôt vers le 15-16e siècle, donc beaucoup plus tard. Mais il devait également y avoir d'autres théiers sauvages à l'époque pour faire du thé vert, puisqu'on ne faisait que du thé vert à l'époque. Même si ici, il parle de thé violet. Quand il parle de thé violet et thé vert, ici, il ne fait pas référence à une méthode de fabrication du thé, mais à la couleur des feuilles. Et plus les feuilles sont jeunes, plus elles auront un petit aspect violet. Ça, on le voit surtout sur les bourgeons avant Qingming, avant le 5 avril.
quand ils sont très petits, ils vont avoir des reflets un petit peu violets, et quand ils deviennent un peu plus matures, leur couleur devient verte. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que vaut mieux avoir des feuilles très jeunes. Et là, ça correspond toujours avec l'idée de récolter le thé vert le plus tôt possible. Et effectivement, de nos jours, on voit encore que plus le thé vert est récolté tôt, plus il va être cher. Par exemple, mon Bilochun de Sanxia, j'essaie de sélectionner les premières récoltes de ce thé, et c'est là qu'il est le plus cher. Et ensuite, les récoltes suivantes seront de moins en moins fines et également de moins en moins chères et de moins en moins bonne qualité. Pareil, quand il dit que les feuilles de thé roulées, enrobées, sont meilleures que celles qui sont ouvertes, en fait, c'est parce qu'elles sont plus jeunes. Donc, toujours cette idée de récolter le thé le plus tôt pour qu'il soit de la meilleure qualité possible. Et sinon, des thés qui ne remplissent pas ces conditions de qualité, il dit vaut mieux même pas les récolter, car ces genres de thé risquent de vous faire mal au ventre en fait. Voilà. Le thé est une boisson à la saveur très rafraîchissante qui convient parfaitement aux personnes ayant une conduite raffinée et un caractère sobre. Si l'on a chaud et soif, si l'on est oppressé, si l'on souffre de douleurs thoraciques, de sécheresse des yeux, de courbatures dans les membres ou de gêne articulaire, on peut déguster 4 à 5 gorgées de thé qui seront aussi douces que la crème du lait ou l'ambroisie. Mais l'absorption d'un thé cueilli au mauvais moment, fabriqué sans soin ou mélangé à de mauvaises herbes, peut engendrer des maladies. Donc la première partie de ça, c'est que il nous rappelle donc conduite raffinée, caractère sobre. C'est un petit peu un clin d'œil au fait que ça peut remplacer le vin, et que contrairement aux ivrognes qui ont un mauvais caractère quand ils boivent de trop, avec le thé on reste tout à fait raffiné parce qu'on reste sobre quand on en boit. Et ensuite, c'est pratiquement une liste comme un médicament. Prenez ce médicament si vous avez tel ou tel symptôme. À l'époque, au 8e siècle, il n'y avait pas encore la pharmacopée qu'on a de nos jours. Les médicaments pour toutes ces maladies, ou bien tous ces symptômes n'existaient pas encore. Et le thé, pour Louis, était ce qu'il y avait de mieux disponible pour améliorer, pour enlever ces symptômes quand on ne se sentait pas bien. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal qu'il le recommande. De nos jours, on a des médicaments qui ont un effet plus puissant que le thé, mais si vous ne voulez pas utiliser un médicament trop fort, si vos symptômes sont légers, c'est une manière également d'utiliser le thé. Alors je commence à avoir soif, alors je me fais une seconde infusion, j'espère que l'eau n'est pas trop chaude, un petit peu chaude, un instant, je vais éteindre. Voilà. Hop là. J'avais oublié. Hop, je pose ça là. J'ai peur que ça soit trop chaud. Donc, autre chose qui est intéressante, c'est qu'il parle de mélanger à de mauvaises herbes. Et ça fait référence à la façon dont le thé était préparé avant l'étang. Il va décrire dans les autres chapitres plus en détail comment préparer le thé, mais il faut savoir qu'en fait, ce n'est qu'à partir des tangs que le thé n'est préparé qu'avec de l'eau et un petit peu de sel. Avant les tangs,
le thé était très souvent faisait partie d'un mélange. On rajoutait encore d'autres épices, d'autres herbes au thé. Et donc, probablement durant la dynastie Tang, nous sommes à une époque de transition où il y a encore beaucoup de gens qui utilisent l'ancienne méthode et qui rajoutaient pas simplement du sel, mais encore peut-être d'autres épices, d'autres herbes au thé pour lui donner un peu plus de goût, d'autres arômes, etc. Et Lu Yu, il essaie de freiner et de changer cela en disant attention, si vous le mélangez, faites attention au moins que vous ne mélangiez pas avec avec des mauvaises herbes, hein, parce que cela peut vous causer du mal. Donc il va ensuite essayer de nous expliquer qu'il faut juste les préparer avec un petit peu de sel, mais et il va proscrire toutes les autres herbes dans sa manière de le préparer. Mais là, il nous rappelle qu'il y a des gens qui mettent d'autres herbes dedans, et il essaie plutôt d'insinuer que il court un danger en rajoutant des choses qui n'ont pas leur place dans le thé. Voilà. Tout comme le ginseng, le thé peut avoir des effets nuisibles. Le meilleur ginseng pousse à Shangdang, celui de moins bonne qualité dans les royaumes de Pekche et Silla, celui de qualité très médiocre dans le royaume de Koguryo. Celui qui pousse au Zhejiu, au Izhou, au Yojo et au Tanzhou n'est d'aucune efficacité médicinale, à plus forte raison dans d'autres régions. À supposer qu'à la place du ginseng, on absorbe de l'adénophore, aucun des 6 types de maladies ne serait guéri. Quand on connaît les effets nuisibles d'un mauvais ginseng, on peut imaginer ceux d'un mauvais thé. Voilà, donc de nouveau, là, c'est pas un cours sur le ginseng, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le ginseng. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, il essaie de pousser pour la qualité du thé. Il insiste vraiment là-dessus. Et il dit, et de nouveau, son message, c'est que tous les thés ne se valent pas. Hein. Il y a des bons thés qu'il recommande de boire. Et les mauvais thés, il dit carrément, ne les buvez pas. Il risque même de vous faire du mal. Donc ne buvez pas de mauvais thé. En ce sens, il est très exigeant vraiment avec la qualité. Très bon ce thé-là. Et ce qui est intéressant, le thé de Shuzhou à Alishan, c'est un thé très minéral parce qu'il est donc sur un sol très rocailleux, un petit peu comme ce que décrit Lu Yu dans la 4e partie. Et donc avec ce Shuzhou, on a un bon exemple de qualité qui est améliorée par l'utilisation d'un sol vraiment le plus adéquat possible et des feuilles qui ont été récoltées relativement tôt. Mais là, comme il s'agit d'un houblon, on ne va pas récolter le thé aussitôt que les thés verts. Hein, à l'époque de Lu Yu, tout les thés étaient transformés en thé vert, mais on verra cela un peu plus en détail dans les prochains cours. Donc le prochain cours sur Lu Yu aura lieu dans un mois. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Donnez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette émission. Suivez-moi si vous ne le faites pas encore. Et puis, si vous voulez soutenir mes classes et boire du bon thé, faites un tour sur ma boutique t-masters.com. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis là pour vous aider à faire du bon thé et surtout à l'apprécier, à le comprendre. Plus on le comprend, plus on l'aime, mieux on sait le faire. Donc merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci un cours de dégustation et on continue donc
notre découverte de très bons thés. Je pense qu'on va encore boire un oolong de haute montagne. Mais on verra ça la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Bon dimanche. Bye bye.